Kuma est l'homme le plus énigmatique de One Piece, et on pèse nos mots. Apparu en tant que Shichibukai, il a eu une des vies les plus dures de One Piece. Roi, puis esclave, puis révolutionnaire, puis cobaye. Il a tout fait pour des raisons qui nous sont encore inconnues, pour un but qui semble être supérieur. Et tout ça en étant l'un des seuls personnages religieux de One Piece. Mais qui est cet homme? Et surtout, qui est ce personnage sur cette Bible qui ressemble tant à une princesse bien connue aux cheveux bleus? Quelles sont leurs histoires? Eh bien, les voici les Nakama, dans cette vidéo incroyable dédiée au plus doux des tyrans. Hello les amoureux de One Piece, bienvenue sur Raftelli, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Et pour cette vidéo spéciale sur Kuma, eh bien quoi de mieux finalement que de faire ça devant Marie-Joise. Voici le château de Chambord, c'est ce qui a inspiré Marie-Joise dans One Piece. Et oui, on est entouré de dragons célestes. Tout ça, c'est des dragons célestes, des petits dragons célestes, des grands dragons célestes, des personnes qu'il faut éliminer, tout simplement. Non mais allez, on va être gentil. Coco va débarquer, il va bientôt les arrêter. Mais cette vidéo sur Kuma, elle va être assez sympathique. C'est 10 choses à savoir sur Kuma à revisiter, des informations qui n'étaient pas encore sorties avant. Et vous allez voir, ça va vous faire super plaisir. Petite précision, on est toujours en vacances, évidemment. Là, on est devant le château de Chambord. On ne serait pas là. Exactement. Mais on essaie de faire tout notre possible pour sortir cette vidéo mercredi. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas le cas, ce sera jeudi ou vendredi. Allez, c'est parti. Numéro 1, notre avis. Pour nous, Kuma, c'est sans doute le personnage qui souffre le plus dans One Piece. En tout cas, qui souffre le plus longtemps parce que depuis qu'on connaît Kuma, enfin quasiment, et ben on le voit tout le temps souffrir. C'est celui qui est arrivé en tyran et on espère qu'une seule chose, c'est qu'il soit sauvé. Mais combien de temps ça va prendre? Quand est-ce qu'il sera sauvé? Ça, c'est le plus dur pour nous parce que ça nous fait vraiment très mal de le voir comme ça. D'ailleurs, je tiens à préciser que cette vidéo contiendra des spoils à partir du prochain point, donc faites vraiment attention. En tout cas, Oda a fait un choix scénaristique, un choix qui semble être Kuma, je vais te détruire. Je vais te détruire partout dans One Piece. Ton âme, foutu. Ton corps, foutu. Tout ce que t'aimes, foutu. Ta réputation, foutu. Et oui, c'est ça. C'est ça Kuma, c'est celui qui se sacrifie le plus. Et c'est d'une tristesse sans nom. Nous on ne sait pas où ça va aller tout ça. On dirait que Oda veut vraiment tout détruire, qu'il ne reste plus rien et que Kuma soit le héros ultime de One Piece. En tout cas le sacrifice ultime de One Piece. Mais si c'est ça, il n'y aura plus d'une personne qui va pleurer. Parce que tout le monde aime Kuma. D'ailleurs quand il est arrivé avec le petit visage qui bougeait pas du tout, stoïque. Puis on a commencé à l'aimer quand il a laissé les Mugiwara partir. On a commencé à l'adorer une fois qu'on a appris qu'il a envoyé les Mugiwara s'entraîner un peu partout autour du monde. Et enfin, on a fini par se dire waouh, mais qui est cet homme qui s'est sacrifié pour devenir un robot, pour devenir l'esclave du gouvernement mondial? Et enfin, maintenant, les choses font qu'il est indispensable à la suite de One Piece. Bref, notre avis sur lui, il est hyper positif. En tout cas, on attend vraiment de savoir ce que ça va donner parce que ce personnage est encore en cours de construction. Et surtout, on attend de voir vraiment son flashback parce que c'est l'un des 5 les plus attendus, en tout cas pour nous. Et on aimerait savoir surtout pourquoi est-ce qu'il a accepté de se sacrifier comme ça. Numéro 2, son histoire. Kuma est né roi, en tout cas il semblerait. En tout cas il est originaire de South Blue, la même mer que celle de Portgas the Ace. Il a passé une partie de son enfance sur l'île Sorbet. Même s'il était de sang royal, il semblerait qu'il vivait une vie de simple paysan. Il travaillait au champ et il trimait comme n'importe quel paysan. Jusqu'au jour où il fut enlevé. Lui, il était d'une race presque éteinte, ce que les dragons célestes ont voulu exploiter. Il fut traîné sur place, torturé, réduit en esclavage. Il s'est enfui de nombreuses fois, mais fut rendu par son propre peuple. En grandissant, il va manger un fruit du démon. Peut-être même l'a-t-il mangé sous la contrainte, comme Boa Hancock à l'époque, qui était esclave des dragons célestes et qui a dû manger son fruit parce que ça a amusé énormément les dragons célestes. On ne sait pas, mais le plus étrange, c'est qu'il n'est pas resté un esclave, sans évasion cette fois-ci. Et il a même eu un enfant, la petite Bonnet. Puis il a été envoyé à de nombreuses reprises sur Egghead, là où il a subi de nombreuses expériences, mais surtout où il fut cloné de nombreuses fois pour créer des pacifistas. Il a pris la relève de Kaido et de King. Son corps ultra résistant était la clé des recherches de Vegapunk. Plus tard, il a pu parcourir le monde et rejoindre un groupe bien étrange, les révolutionnaires. Sa rencontre avec Dragon, Ivankov et tous les autres reste un mystère. Mais il a vécu parmi eux. Il était à Goa, il a accueilli Sabo, il a entraîné, puis pouf, il a disparu durant des années. Tout ça pour revenir en tant que pirate, en tant que Shichibukai, le plus taciturne d'entre tous, mais surtout l'un des plus craints. Il était le toutou du gouvernement. Il a même accepté de perdre son libre arbitre. Sur Fillerbark, il a épargné l'équipage. Sur Sabaody, il les a également sauvés. La Marineford, il n'en était déjà plus lui-même. Il avait fait un pacte en échange de 2 ans à protéger le navire des Mugiwara. Il redeviendrait l'esclave qu'il était, un être contrôlé par les dragons célestes, une boîte de conserve. Jusqu'au moment où les révolutionnaires l'ont enlevé. Ils ont traîné Kuma hors de Marie-Joie, direction l'île de Queue d'Étrave. Et là-bas, Lindbergh a essayé de le faire revenir, mais ça n'a pas marché. Kuma est reparti jusqu'à Marie-Joie dans le but de tout saccager. Numéro 3, la royauté.
Kuma étant roi, ça c'est une certitude. Il est l'ancien roi du royaume sorbet et la vérité c'est que même en étant roi, on peut devenir esclave des dragons célestes. On l'a bien vu avec Shirahoshi, elle a failli être attaquée à de nombreuses reprises pour être vendue. Et ceux qui adorent acheter des sirènes, eh bien ce sont les dragons célestes. Kuma, lui, il a subi la même chose. Dans son enfance, ses parents ont dû être envoyés sur Marie-Joise en tant que représentant du royaume sorbet. Hélas, il fut repéré par des dragons célestes qui l'ont transformé en esclave. Le début de ses malheurs, c'était la méchanceté de ces monstres. Sa famille royale, elle, n'a pas encore été dévoilée, mais ce qu'on peut dire, c'est que la reine du royaume sorbet actuel, qui est assez vieille d'ailleurs, ressemble sans doute énormément à Bonnet, vieille, donc le lien de parenté, il est fait. Les soldats lors de l'arc-rêverie l'ont bien reconnue et l'ont appelée la reine Conis. Et enfin, Bonnet semble avoir un certain poids, vu qu'après son arrestation par Akainu, elle a été envoyée à Marie-Joise et non à Impel Down, de là où elle s'est évadée. Numéro 4, une icône de One Piece. Kuma est littéralement une marque de One Piece, au même titre que Criminal et son logo emblématique. Car oui, sur certains t-shirts, on peut voir la tête de Kuma. Et ça c'est assez étonnant, mais en même temps, en tant que défenseur des dragons célestes, il a peut-être commencé à être adulé en tant que garant de la paix, un peu comme un esclave invincible. Et pour sa réputation, eh bien un mec pas très net l'a surexploité. Numéro 5, le cyborg et l'abandon. Kuma est le premier des cyborgs à apparaître dans le manga. Oui, il apparaît bien avant Franky, juste à côté de Doflamingo, dans l'arc au moment où Crocodile va être remplacé. Ce qui fait qu'il était bien là avant tous les autres cyborgs. Oda, est-ce qu'il savait qu'il était un cyborg à l'époque? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais il a été vite fait décider de rendre Kuma incroyable. Son apparition sur Trailer Bark est magnifique. Le Ursa Shock, la révélation cyborg en métal qui résiste à Zoro. Et tout ça pour finir par abandonner sa pensée. Il a littéralement accepté de devenir une arme sans volonté. Mais qui fait ça et pourquoi? Qui se permet de tout abandonner dans la vie? Ce n'est pas encore expliqué, mais une seule chose est garantie, c'est qu'on ne va pas cesser de verser des larmes pour lui dans l'avenir. C'est un des personnages qu'on veut voir heureux à la toute fin de One Piece, même s'il semble que sa destinée c'est de tout perdre. Numéro 6, le religieux. La religion dans One Piece est une chose assez particulière. Elle ne semble exister que dans les régions non affiliées au gouvernement, et surtout à Skypiea, là où Dieu est un dirigeant. Bon, même si dans l'ancien temps, il y avait vraiment des dieux, comme celui du soleil. Et pourtant, Kuma est l'un des personnages qui semble être le plus religieux. Il se balade tout le temps avec une Bible, qui d'ailleurs est bien étrange. Est-ce qu'il veut expier ses péchés de tyran? Est-ce qu'il veut emmener la croyance sur le monde entier? Eh bien tout ça, on ne sait pas. Mais la vérité, eh bien c'est que le personnage sur la Bible qu'il tient tout le temps à la main, eh bien ressemble énormément à Vivi. C'est étonnant, et c'est vrai. Ou plutôt à sa mère, à Titi Nefertari. On sait que tous les dragons célestes sont des descendants de Dieu. Les 20 qui ont créé l'ère de One Piece actuelle. Les 20 fondateurs devenus divinités. Eh bien oui, l'ancêtre de Vivi était parmi eux, et c'est peut-être la divinité que Kuma idolâtre. Numéro 7, le révolutionnaire. En tant que révolutionnaire, Kuma était très mal connu, mais on sait qu'il était du côté de Dragon depuis le tout début de cette organisation. Ce qui est étonnant en soi, en sachant qu'il a presque toujours été du gouvernement. Était-il un espion? Sans doute que non. Et d'ailleurs, il était bien trop gentil. Il a entraîné Sabo et a sûrement fait pas mal de choses. Peut-être a-t-il même été attrapé en même temps qu'Ivankov. Mais Dragon ne veut pas l'abandonner, comme tous les autres révolutionnaires d'ailleurs. Ça se voit. La seule fois où le chef des révolutionnaires montre ses sentiments, c'est face à son ami qui a perdu toute humanité. Numéro 8, son fruit du démon. Le fruit de Kuma est l'un des bijoux de One Piece, c'est le fruit du coussinet. Bon, ça ne paye pas de mine comme ça, mais en soi, c'est vraiment d'une violence. C'est plutôt le fruit de la répulsion, car il repousse tout ce qui entre en contact avec ses mains. Et aussi sous ses pieds, car oui, il a aussi des coussinets sous ses pieds. Avec ça, il peut même repousser l'air, et ça, c'est vraiment pas mal. Il peut aussi comprimer tout ce qu'il veut, ce qui lui donne l'Ursa Shock quand il décompresse sa création. Il peut même repousser ce qui n'est pas tangible, la douleur ou même la mémoire. Et c'est vraiment un fruit qui nous réserve encore bien des choses. Numéro 9, son âme. Pour faire suite au point précédent, on a une petite théorie à Nakama. Mine de rien, si Kuma peut tout repousser, ça en fait un fruit incroyable. C'est-à-dire qu'il peut repousser sa mémoire, son être, son âme. Je peux revenir, je crois. Bref. Passer son âme de corps en corps. Les pacifistas existent, ce sont tous des clones de Kuma tournés en version cyborg. Donc, s'il enlève son âme et qu'il la met dans un autre pacifista ou autre chose, dans n'importe quoi, Kuma peut survivre. Son corps peut souffrir à l'extrême, lui, il est toujours ailleurs et peut toujours vivre. C'est peut-être ça le but de Vegapunk. C'est peut-être pour ça qu'il a accepté de faire ça à son ami. C'est parce qu'il sait que cette âme est toujours ailleurs, la patte de bonnet à vue, et on peut l'insérer dans n'importe quel pacifista par la suite. Numéro 10, les infos en vrac. Et pour finir cette vidéo, voici les petites infos en vrac sur le personnage. Kuma aurait dû avoir un gouvernail dans la tête, et oui, comme Shiki. Et vous serez heureux de savoir que son nom signifie ours en japonais. Bon ça on sait tous que vous le saviez, mais il faut bien le dire quand même.
Sa nourriture préférée, c'est le saumon et le miel. C'est un ours après tout. Sa prime était de 296 millions de berries avant d'avoir été gelé lorsqu'il est devenu Shichibukai. Et enfin, Bartholomew, ça peut être une référence à la Saint-Barthélemy, un événement qui est très lié à des tyrans, mais aussi à la religion. Et voilà les Nakamas, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit like, à laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A bientôt les Akuma One Piece.